Tu n'y vas pas. Cavendish par terre. Oh, clavette. Attaque de Tadej Pogacar. Ouais, voilà. Attaque de Marlou. C'est n'importe quoi, merde. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Tadej Pogacar a perdu ce Tour de France 2023. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour la présentation du Tour de France Femmes. On est, 3 semaines après la fin du Tour Homme, on est juste à la fin des Jeux Olympiques. Vous avez un peu peur de l'après-Jeux Olympiques, vous inquiétez pas, le Tour Femmes est là pour vous accompagner pendant toute la semaine. Ça démarre lundi de Rotterdam et ça va aller jusqu'à dimanche à l'Alpe d'Huez, montée mythique. Grimpée pour la première fois par les femmes, et forcément quand on parle de cyclisme féminin, on accueille forcément Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Salut Julien. Salut Guillaume, bonjour à toutes et tous. Bon Julien, je le dis, c'est un peu la peur qu'on a, la peur du vide après les Jeux Olympiques, et le Tour Femmes va être là un peu, comme on va dire en 4e semaine du Tour de France, comme c'était le cas l'année dernière. Le Tour de France Femmes va nous permettre un peu d'avoir cette petite décompression tout en ayant une semaine de course qui s'annonce quand même très intéressante. C'est un petit peu la petite descente après un col, celle qui fait du bien, mais il faut rester attentif. Bon, ces JO, tu les as suivis, ces JO là, c'est double semaine, une quinzaine intense pour toi? Double semaine, avec tout ce qui s'est passé, que ce soit le contre-la-montre, le VTT, les épreuves BMX, la piste, la course en ligne. C'était une quinzaine assez intense. Bon, 134 médailles, c'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. On attend 145 médailles à la fin à cette allure-là. Non, mais c'est assez impressionnant quand même ce qu'ils nous ont fait. On fera un débrief Jeux Olympiques. On va tout vous dire. On va le faire au début de la semaine du Tour Femmes. On va essayer de se caler ça aux alentours un peu avant le 15 août. Mais il y a quand même de quoi dire au niveau du cyclisme. Et allez, on essaiera d'élargir un petit peu sur la quinzaine olympique. Mais juste comme ça, Julien, franchement, si on doit retenir, comme ça, Pauline Ferrand-Prévot, on va retenir Remco Evenepoel, on va retenir les gars du BMX. On en avait parlé, notamment de Joris Daudet dans la présentation, donc comme quoi on n'avait pas trop été à côté de la plaque. Les deux Français sur le podium, Madouas, Laporte, c'est quand même assez impressionnant. Et puis derrière, quand même quelques petites déceptions, non? Je pense à la piste, c'est pas totalement terminé la piste au moment où on parle. Benjamin Thomas a remporté la médaille d'or à l'Omnium, mais derrière, en fait, là où on avait un sport pourvoyeur de médailles pour nous à l'époque, il y a quelques années, en tout cas au début des années 2000, là aujourd'hui c'est un peu plus compliqué pour la piste française, Julien. C'est même très compliqué. Pour la première fois depuis que c'est au programme des Jeux Olympiques, aucune médaille en vitesse par équipe homme. Pas de Français à partir des 8e de finale en vitesse individuelle homme. La poursuite hommes et femmes qui finissent 5e et 6e de mémoire. C'est pas fameux, il y a que Benjamin Thomas qui relève un peu le niveau. Là, alors on vous parle, Mathilde Gros est en demain en 8e de finale de la vitesse individuelle. Donc on va la suivre, Mathilde, forcément, qu'on a eu dans Vélo Podcast, et on espère qu'elle va ramener l'or. On espère forcément qu'elle va ramener l'or. Elle qui avait été titrée à Saint-Quentin en Yvelines au Vélodrome. Alors rappelle-moi, l'année c'était 2023. Non, c'était début 2023. Automne 2022. Voilà, c'est ça, automne 2022. Donc on espère que ça va être la même. Sur ces Jeux Olympiques, Julien, on va parler du Tour Femmes. Le parcours, déjà, on va commencer. J'ai parlé de ce départ à Rotterdam. On va avoir 3 jours pour commencer aux Pays-Bas. Finalement, alors on va le dire, on avait été invités tous les deux à la conférence de presse d'avant-tour fait par visio par la FDJ Suez. Je remercie aussi un homme de l'ombre de la FDJ Suez qui s'appelle Thibaut Mongis, qui est le responsable presse communication de l'équipe FDJ Suez, qui nous a invités. On a pu parler avec Stéphane Delcourt, on a pu parler avec Evita Music un petit peu. On va vous passer 2 petits extraits tout à l'heure. Restez avec nous de Stéphane et d'Evita.
Stéphane Delcourt, pour le paraphraser, nous a expliqué, Julien, en fait, que lui, de son côté, il y avait trois blocs dans cette semaine de course, qu'il va y avoir déjà les 3 premières étapes, et ça va nous permettre aussi de mettre en contexte, Julien, les 3 premières étapes aux Pays-Bas, avec du plat et encore du plat, comme dirait Patrick Chassé dans Pro Cycling Manager, avec ce contre-la-montre à Rotterdam le mercredi, du plat avec quelques pièges à éviter. Le mardi, le contre-montre. Le mardi... Après-midi. Ah oui. Demi-étape. 2 demi-étapes le mardi. Et attention, pas tout plat, parce qu'il y a quand même le premier grimpeur, la première étape, à la sortie d'un pont. Ah oui, à 2 mètres d'altitude. Attention, j'ai là, le Mas-Delta Tunnel. Mas-Delta Tunnel. Mas-Delta Tunnel, 2 mètres d'altitude, premier grimpeur, premier maillot à poids de ce Tour Femmes. Donc oui, c'est vrai, en fait, c'est 3e étape, mais c'est demi-étape. Tu fais bien de me corriger. Donc, des pièges à éviter sur le plat, notamment le vent, peut-être, nous disait Stéphane. Et puis après, on va rentrer dans un parcours plus ardennais, une arrivée à Liège, une autre à Amnéville, on va passer en France. Morteau, là, on va être chez Juliette Labousse. Et puis, ensuite, les 2 dernières étapes en haute montagne, avec l'avant-dernière étape le samedi entre Champagnole et le Grand Bornand, et puis le dimanche entre le Grand Bornand et l'Alpe d'Huez, la montée mythique, et avant l'Alpe d'Huez, un autre hors catégorie avec le col du Glandon. Donc voilà, 3 blocs, les Pays-Bas dans un premier temps, ensuite des parcours plus accidentés, et puis les 2 dernières étapes de haute montagne, où là le classement général devrait se dessiner. Julien, bon, Stéphane, il n'a pas forcément tort dans cette gestion de la course, mais gare quand même à ces premières étapes aux Pays-Bas qui pourraient réserver quelques mauvaises surprises, en tout cas. Ça peut réserver de très mauvaises surprises, dans le sens où, après ce premier grimpeur, justement, on va se rapprocher plus ou moins de la mer, traverser d'espaces venteux, alternance de villes. C'est le genre d'étape où, si on n'est pas vigilant, avec la nervosité et le vent, ça peut éventuellement faire des bordures. Mais bon, à mon avis, sur ces premières étapes hors chrono, ça va être sprint royal pour déterminer déjà le premier maillot jaune à La Haye et la conservation du maillot jaune le lendemain à l'arrivée à Rotterdam. Alors on espère que les droits de l'homme seront respectés à La Haye, droits de l'homme avec un H majuscule forcément, pour ce Tour Femmes, je clôt la parenthèse. Il y a un sprint intermédiaire à Groenewegen. Alors, je sais pas s'ils ont choisi le nom exprès pour Dylan Groenewegen, mais Groenewegen, sprint intermédiaire. On va détailler un peu le plateau des sprinteuses tout à l'heure, on le fera en fin de podcast, mais on a l'habitude de dire, Julien, que finalement sur ce genre d'étape au début, alors même s'il y a le chrono qui va arriver, mais c'est un chrono de 6 km 3, ça ressemble plus à un prologue qu'autre chose. On a l'habitude de dire que le tour peut se perdre, c'est ce genre d'étape où la course peut se perdre, et ensuite on va rentrer surtout dans la haute montagne, où là la course va se gagner. C'est un peu ça, c'est éviter les obstacles pour être le mieux placé au classement général et ne pas arriver dans la haute montagne avec du retard. C'est exactement ça, c'est ne pas perdre de temps sur les 3 premiers jours, essayer déjà de créer une petite première hiérarchie sur la dernière étape néerlandais-belge entre Valkenburg et Liège. Après, il y a cette petite étape aussi qui est pas toute plate, la première étape entre Bastogne et Amnéville qui rentre en France, mais avec une étape à 2000 mètres de dénivelé, donc c'est pas non plus tout plat. Et après, de toute façon, les difficultés montent crescendo avec l'arrivée à Morteau, puis les 2 étapes Jurasso-Alpestre pour résumer le week-end. Ouais. Alors on va quand même détailler 158 mètres de dénivelé sur la première étape, 158 mètres de dénivelé entre Rotterdam et La Haye, 123 km, 158 mètres de dénivelé, voilà, bon ça va être tout plat. 77 mètres de dénivelé sur la 2e étape, en tout cas l'étape 2.1, la demi-étape, contre la montre 6 km 3, 23 mètres de dénivelé positif, et puis après comme tu l'as dit, on va être sur du 1800-2000 mètres d'altitude, donc ce sera le mercredi, le jeudi et le vendredi vers Morteau, on va être autour des 2000 mètres, 1800 et puis 2200 vers Morteau, et puis on va dépasser les 3000 et pratiquement aller 3700 mètres sur les 2 dernières étapes, donc vraiment ça va monter crescendo pendant ce parcours du Tour de France. Et forcément, si on pense aux éditions précédentes, on se dit que sur le plat va y avoir de la bataille au niveau des sprinteuses, que quand on va arriver dans les étapes accidentées,
expérimentées, elles vont nous faire la course, elles peuvent nous faire la course de partout, et ça forcément, on en a l'habitude un peu chez les hommes, de plus en plus ils nous font la course de partout, mais chez les femmes c'est une habitude, c'est une réelle habitude, et c'est ce que le Tour de France Femmes, les deux premières éditions, c'est ce qu'elle nous a montré de mieux finalement, le Tour de France Femmes, cette course, c'est que en fait il y a la course d'absolument partout, tout le temps. C'est une vraie course débridée du kilomètre zéro de la première étape jusque la ligne d'arrivée de la dernière étape. C'est vraiment attaque de partout. Et tant mieux, parce que le cyclisme féminin a besoin de ça, de se démarquer du cyclisme masculin avec des courses très stéréotypées. Je vais vous faire écouter Stéphane Delcourt qui nous parle un petit peu de la stratégie et de l'attitude que va adopter la FDJ Suez sur cette semaine de course du Tour de France Femmes. Les ambitions sont très claires. Pour FDJ Suez, un Tour de France réussi, c'est gagner une étape ou viser un très bon classement général. Viser un très bon classement général, c'est-à-dire tout donner collectivement pour atteindre le meilleur classement possible. Passer au travers de tous les péripéties qu'on peut avoir, toujours être collectivement soudé, être capable d'avoir de l'impact sur cette course et pas aller jouer une place anecdotique au général pour se dire on est là pour faire premier français. Non, on sait que nos adversaires sont solides et la vainqueur du tour sortante nous l'a prouvé au mois de mai, mais on a prouvé qu'au mois de mai, derrière elle, on était la seule équipe à pouvoir la battre. On était la seule équipe sur la Vuelta à collectivement imposer notre rythme. Voilà, le but, ça va être vraiment de reproduire l'effort de la Vuelta sans perdre de temps au départ. Et que derrière, je suis assez confiant sur la capacité de nos athlètes si toutes les planètes s'alignent pour marquer l'histoire de ce 3e Tour de France. On fait partie des meilleures formations mondiales, spécialement sur les grands tours. On s'est spécialisé là-dessus et le Tour de France, c'est chez nous. Et on a vraiment à cœur de le montrer. Julien, sur ce que vient de dire Stéphane, t'es d'accord? Tu penses que FDJ Suez a les moyens d'être acteur de cette course et de pas forcément la laisser à la SD Works? De toute façon, si tu laisses faire la SD Works, si tu ne crées pas la course, comme Stéphane l'a dit, c'est pas eux qui la créent la course, eux, ils sont plutôt dans une course d'attente. On en reparlera dans le débrief des JO, mais c'est exactement ce qui s'est passé quand Kristen Faulkner s'échappe à 3 km de l'arrivée. Elles attendent, elles attendaient là la réaction de Marianne Vos. De toute façon, c'est toutes les courses que la SD Works n'a pas gagnées, c'est quand elles ont été prises au dépourvu, que ce soit par Amber Crack sur le Tour, que ce soit Elisa Longo-Borghini sur le Tour des Flandres, Kasia Niewiadoma, c'est quand les autres équipes prennent l'initiative que ça fait déjouer la SD Works. Et mine de rien, dans la conférence de presse à laquelle on a assisté, Stéphane, il met un petit tacle quand même à la SD Works. Il dit, de toute façon, elles feront jamais la course. C'est ce qui reprochait la SD Works et ce qui se voit dans les courses. Elles sont trop sûres de leur fait. Ça donne cette impression que elles savent qu'elles sont fortes. Et c'est pas grave, si on perd, c'est pas grave. Mais nous, on perdra pas tout seul. Vous voulez nous faire perdre, on va vous faire perdre. Voilà, tout le monde va perdre. Alors que des équipes comme Lidl Trek, Canyon, FDJ Suez va créer le mouvement. Et un peu comme Kasia Niewiadoma, sa stratégie était avant, c'est pas grave, j'en mets une, et même si je gagne pas, au moins j'aurais mis de l'action. On verra quand Demi Vollering sera dans une autre équipe la saison prochaine, si elles adopteront la même attitude, la SD Works. On parlait de Demi Vollering, on va en parler juste après, avec le plateau des favorites, mais je vais vous proposer d'écouter Evita Music, qui était dans cette conférence de presse d'avant-tour, qui s'est confié un peu sur ses ambitions et puis sur sa préparation. Écoutez-la. Je sors d'un stage en altitude de 3 semaines à Tignes. Ça nous a aussi permis de nous souder en dehors du vélo, parce que c'est aussi 3 semaines à passer sur le vélo, mais aussi des moments à passer en dehors. Donc on arrive vraiment sereinement à l'approche du Tour de France. C'est vrai que là, c'est mon 2e stage altitude. Du coup, cette année, j'en avais fait un avant les Ardennaises et la Volta. Donc, c'est vraiment la première année où on met ça en place avec l'équipe. Et c'est vrai que j'étais un petit peu réticente au début. Et au final, j'étais vraiment super contente des résultats donnés après le premier stage à Tenerife. Et donc, du coup, la question s'était un petit peu posée entre le Giro et une full prépa tour. Et c'est vrai qu'après l'annonce des JO, on a vraiment pris la décision de faire la meilleure préparation possible. Et du coup, avec mon entraîneur, c'était vraiment en passant par le stage en altitude. Tous les feux sont ouverts pour le Tour de France. Bon, Julien, on vient d'écouter Evita qui nous parlait un peu de ses ambitions. Forcément, on peut
on ne peut que penser à ce qu'elle a fait sur la Vuelta au mois de mai, où elle a battu à la pédale Demi Vollering. Elle s'est fait avoir dans une bordure, ce qu'il ne faudra pas faire sur le Tour de France, mais elle est capable de battre Demi Vollering à la pédale. Ça, finalement, est-ce que c'est pas le plus important pour elle dans l'optique du Tour? Ça lui a donné une dose de confiance d'avoir battu Demi Vollering sur une arrivée qui n'était pas non plus très évidente en altitude. Dès l'épisode de la bordure, je pense qu'elle a appris. Maintenant, elle sait qu'elle devra être bien placée et ça s'est vu déjà dès la deuxième étape de bordure à la Vuelta où elle était bien placée. Elle s'est pas fait avoir par ce coup de bordure créé déjà à l'époque par Eze Works. Parce que mine de rien, allez, si vous nous écoutez à la FDJ Suez, je pense que vous allez être d'accord, mais il est moins grave d'être pris dans une bordure à la Vuelta qu'au Tour de France pour la FDJ Suez. Et là où Stéphane dit on va être acteur de la course, c'est aussi parce que c'est une équipe française avec des sponsors français, avec une leader française qui recrute une autre leader française qui est l'autre tête d'affiche des courses par étapes en France, Juliette Labousse, qui a été recrutée par la FDJ Suez. Il est important sur le Tour de ne pas rééditer ce genre d'erreur. Qu'elle le fasse sur la Vuelta finalement, dommage, parce que ça lui bouffe une occasion au classement général et elle avait dans ses pédales le podium. Là, au Tour de France, ça sera autre chose. C'est à la maison, c'est sponsor maison. Je pense quand on repense à ce que dit Stéphane, qu'il faudra être actrice de la course, quand on voit l'équipe qui est alignée sur la FDJ, ils ont les moyens de la créer, cette bordure. Alors on va rappeler la start list de la FDJ Suez, je me le remets sous les yeux en même temps. On va voir donc Evita Music avec Cécile Dutrup-Ludwig, Grace Brown. Là on va être Eléa Curigné avec Coralie Demey. Là on va être dans l'accompagnement d'Evita Music, notamment au niveau de la montagne et dans les parcours accidentés. Et puis aussi pour protéger sur le plat, Amber Krak et Luz Adegues qui ont brillé sur le printemps des classiques. C'est Amber Krak à Paris-Roubaix qui avait fait une énorme course. Donc on a une équipe équilibrée finalement au niveau de la FDJ Suez. On a l'équipe, on a de la très belle équipe de la FDJ Suez avec les Néerlandaises qui ont l'habitude de ce genre de parcours plat venteux. Grace Brown qui peut, si elle se met devant le peloton, si ça décide de faire bordure, elle peut la créer. Vainqueur de Liège-Bastogne-Liège et championne olympique du chrono. Elle aura en plus envie de gagner le chrono pour honorer son titre. Je ne sais pas si nos auditeurs ont vu la vidéo sur les insides de la Vuelta, mais Coralie Demey et Léa Curigné sont appelés entre guillemets les bodyguards de Evita Music. Donc c'est vraiment une équipe construite autour d'Evita Music avec Cécile Dutrup-Ludwig qui partagera le leadership, mais qui saura aussi se mettre à la planche pour sa leader. Stop. Petite pause dans cette présentation du Tour Femmes pour évoquer un peu ce dont on va parler juste après, parler d'Elisa Longo Borghini notamment, qu'on annonçait parmi l'une des grandes favorites de ce Tour Femmes. On a appris peu après l'enregistrement du podcast que Elisa Longo Borghini, la récente vainqueur du Tour d'Italie, ne sera pas au départ du Tour à cause d'une chute à l'entraînement. Pas de fracture, elle a annoncé sur son compte X, ancien Twitter, mais pas mal de peau laissée sur la route et donc pas la possibilité de pouvoir concourir sur le Tour. Donc voilà, vous allez comprendre un petit peu pourquoi on a fait cette petite pause. Retour, bon pas au direct, mais à l'enregistrement. Parmi la hiérarchie des favorites, Julien, on va passer à la hiérarchie des favorites. Est-ce que pour toi il y a deux favorites? Alors on va essayer de faire un 3-2 et une étoile un petit peu. Dans les 3 étoiles, si on met Demi Vollering et Elisa Longo Borghini, seul en 3 étoiles, est-ce que je vois juste? Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord? Moi, j'en rajouterais une troisième. Attention à ces effectifs où il y a 2 leaders. Moi, je vois bien aussi Gaia Realini. L'équipière de Longo Borghini, qui bénéficiera peut-être d'un retour d'ascenseur pour tout le boulot qu'elle a fait pour Elisa Longo Borghini sur le Giro Rosa. Tu mets réellement en 3 étoiles ou Realini, on la mettrait plus en 2 étoiles et demie? En 2,5, je mettrais Realini, ouais. Et en 2,5 aussi chez Lidl Trek, qui fait pas souvent parler d'elle sur route, mais quand elle marche, attention à Shirin Van Androoy. Ouais, qui est spécialiste du cyclocross dans cette équipe Lidl Trek. Après, Shirin Van Androoy, elle doit encore apprendre un petit peu, non? Elle est un peu jeune. Elle est un peu jeune, mais bon, c'est la première maillot blanc au classement final du premier Tour de France Femmes avec Zwift.
C'est la vainqueur du Tour de l'Avenir l'année dernière, qui ont dû aussi lui donner un peu confiance en elle. À suivre, donc, au niveau de la Lidl Trek. SD Works, Demi Vollering, c'est la vainqueur sortante, celle qui a fait tomber Annemiek van Vleuten l'année dernière. Elle est là pour dire au revoir en même temps à la SD Works au sommet. Pour dire au revoir à la SD Works au sommet, et la SD Works va l'aider à gagner va l'aider dans sa quête. Dans le sens où l'autocopie qui sera pas là, mais il y a Liam Fischer-Black qui a remporté étape sur le Giro, mais surtout la SD Works c'est un sponsor néerlandais, ils ont tout intérêt à faire gagner Demi Vollering qui est leur leader. Ouais, avec pour l'accompagner Niamh Fischer-Black, Mischa Bredewald, Blanca Vas qui a brillé sur la course olympique, et Christine Magirus aussi. Donc il y a de quoi faire hein, quand même pour accompagner Demi Vollering, sachant qu'on en parlera au niveau des sprinteuses. Il y aura forcément Logresse, Lorena Webes à voir, hein, un beau plateau de sprinteuses. On va en parler. Si on descend un petit peu dans la hiérarchie, derrière à 2 étoiles, on y retrouve les 2 françaises, Juliette Labousse avec Evita Music, Katarzyna Niewiadoma, forcément aussi en 2 étoiles. Tu vois quelqu'un d'autre? Alors Gaïa Raligny, on en a parlé en 2,5. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va passer à autre chose. Mais tu vois, Mavi Garcia, j'aimais même pas en 2 étoiles. Je trouve que elle a du mal cette année. Ouais, voilà. Après, elle a fait un Giro, elle finit dans le top 10. Une que je mettrais en 2 étoiles. La plus connue des Néerlandaises, qui court dans l'équipe de la GOAT. Attention à Rejane Marcus. Ouais, l'équipière de Marianne Vos à la Visma Lease the Bike, qui a pris la 2e place préférée de FP, qui a pris la 2e place de la Vuelta derrière Demi Vollering. Donc ouais, forcément une énorme une concurrente sérieuse. Une concurrente sérieuse qui roule bien. C'est elle la championne nationale du chrono en titre, puisqu'il y a des belles références sur les courses par étapes. Hein. Au niveau de la Canyon SRAM, j'ai parlé de Katarzyna Niewiadoma. Il y aura Niamh Bradbury aussi, qui devrait pouvoir jouer un peu sa carte. Alors, est-ce qu'elle était leader sur le Giro? Elle a fait 3e et c'est elle qui a remporté l'étape au sommet du Blocos après une énorme montée. Est-ce qu'elle peut recréer, on va pas dire la surprise, mais être aussi la co-leader, ou alors là elle sera aussi au service de Niewiadoma qui elle s'était préparée aussi pour les Jeux Olympiques? Comment ça va se passer un peu l'entente avec Canyon SRAM? Espérons bien. Je pense ce sera aussi un peu comme on avait dit sur la Lidl Trek. Ce sera la mieux classée, protégée sur la dernière étape. Ouais. Mais oui, ça se joue à la pédale. Alors attention aussi, ça peut aussi être une surprise ou une révélation. Ce qu'on n'a jamais vraiment vu en montagne, mais sur des efforts curseurs, si ça monte en curseur, pourquoi pas Chloé Digert allait embêter un peu les grosses équipes. Elle qui est une énorme rouleuse, tu penses qu'elle est capable d'aller sur de la montagne, haute montagne? Si ça monte sans à-coup, oui. Après, tu règles tes watts en étant constant, oui. Ça peut. Et fort curseur, et puis let's go, quoi. Voilà. On verra. Hein. Bon, après, il y a Elise Chabé qui est capable de nous faire des coups, d'exploser. Elle peut un peu tout nous faire. Donc ça, on va voir ce que ça va donner. En 2 étoiles, on en est là, finalement. Juliette Labousse qui, elle... Elle a un peu le devoir de se racheter du Giro, hein, quand même, parce que... Alors, elle nous a fait un très bon contre-la-montre des Jeux Olympiques, et s'est mis au service de Victoire Berthaud sur la course en ligne. Mais mine de rien, sur le Giro, dans la montée du Blocos, alors qu'elle a été placée dans le top 5 du général, elle a un peu explosé sous le coup de la chaleur. Pour moi, c'est vraiment, il y avait une énorme chaleur en début juillet sur la montée du Blocos en Italie. Elle a pris un coup de chaud. Elle a quand même, à mon avis, une revanche à prendre. Elle a une revanche à prendre. Sur ça, alors j'ai l'impression de plus en plus qu'elle a des soucis avec la chaleur, parce que elle a complètement aussi explosé à Paris dimanche et il faisait chaud. L'année dernière, sur la première étape du Tour à Clermont-Ferrand, c'est là qu'elle perd le plus de temps, il faisait chaud. Donc est-ce qu'elle n'a pas un problème avec la chaleur? À voir. C'est vrai, t'as raison de le rappeler, et quand tu mets tout ça bout à bout, tu te dis que finalement, c'est pas le genre de coureuse qui aime les grosses chaleurs. On va voir comment ça va se passer. Le Tour de France se déroule un peu plus tard que d'habitude. Ça sera pas fin juillet, au cœur de l'été où il fait vraiment chaud. On sera un peu plus tard au mois d'août, avec une arrivée aux alentours du 17-18 août.
Donc peut-être que ça pourrait jouer pour Juliette Labousse qui va en plus passer chez elle le vendredi dans l'étape de Morteau. On annonce d'ailleurs un virage Juliette. On annonce un virage Juliette Labou et alors ils annoncent aussi, alors c'est pas un virage spécifique une coureur, mais sur le premier virage de l'Alpe d'Huez, il y aurait un virage femme cycliste. Ah, donc un hommage en fait aux femmes au début de l'Alpe d'Huez, elles qui vont le grimper pour la première fois. Voilà. Très bonne idée. Juliette Labousse, pour revenir à elle, elle fait quand même 5e du Giro à la fin, où elle a quand même limité la casse. Quand je dis qu'elle avait explosé dans le blocos, c'est qu'elle n'a pas suivi. Elle n'a pas suivi ni Kopecky ni Vollering quand ça a accéléré. Elle a monté à son train pour terminer 6e au sommet du blocos et 5e au final au général. Elle fait 4e de la Vuelta. Donc voilà, elle est installée maintenant. Juliette Labousse, notre championne de France en ligne, elle est installée dans le top 5 des grandes courses, des grands tours au niveau mondial, du Giro et de la Vuelta maintenant. Il faut qu'elle passe ce cap, il faut qu'elle monte sur le podium du Tour de France. Et il n'y a pas réellement de contre-la-montre, il y a 6,5 km de contre-la-montre, c'est pas là qu'elle va faire la différence, elle qui est forte dans cet exercice. Mais il y a moyen pour qu'elle aille chercher ce podium, et un peu comme Evita Music finalement. C'est pour ça qu'on la met en 2 étoiles avec 2 coureuses en 3 étoiles. Derrière, allez, on va signaler en 1 étoile pour passer rapidement au niveau du classement général. On va suivre tu parlais de Ryan Marcus aussi. On va parler peut-être d'une Anna Henderson, Paulina Royackers. Je parlais de Kasia Niewiadoma, mais en 2 étoiles, mais il faut rappeler qu'elle a fait maillot à poids l'année dernière aussi. Yara Castellane qui avait brillé avec la Phoenix de Koenig qui s'était battue pour le maillot à poids. On va la suivre. Liane Lippert au niveau de la Movistar. Chez Movistar, c'est un peu le désert de Gobi maintenant. C'est un petit peu un trou d'air. Ouais. On en avait parlé aussi. Pourquoi pas une Demi Vollering qui irait là-bas pour suppléer. Mais bon, l'énigme Demi Vollering, nous on a été questionnés plusieurs fois à savoir où on était la rumeur Demi Vollering. La seule réponse intelligente qu'on a trouvée, qu'on aurait une réponse le jour où son équipe ou elle annoncera sa destination. Alors, on va expliquer à nos auditeurs les coulisses de la conf d'avant-tour de la FDJ Suez. On a posé la question. On a essayé de poser la question à partir du cas de Juliette Labousse pour savoir si le recrutement de Juliette Labousse allait fermer la porte à d'autres recrutements à la FDJ Suez. Là où Stéphane, c'était assez marrant, a esquissé un mini sourire et nous a derrière répondu que l'équipe de 2025 serait plus forte que l'équipe de 2024, et pour paraphraser, que l'équipe de 2026 serait plus forte que l'équipe de 2025, qui a un Tour de France, qui vont se concentrer sur le Tour de France, et ils verront peut-être, ils vont d'abord se concentrer sur le Tour, et puis le futur, la suite, ce sera après le Tour, chaque chose en son temps. Maintenant, Julien, on va lire entre les lignes un peu de ce que nous dit Stéphane, sans avoir plus d'infos que ça, mais de ce qu'on comprend, c'est que Evita Music est au centre du projet de l'FDJ Suez. Ça, Stéphane l'a dit officiellement, nous l'a dit en interview dans Vélo Podcast, l'a redit aussi dans cette conférence de presse d'avant Tour de France, qu'Evita Music, elle est le point d'ancrage de ce projet FDJ Suez. Maintenant, quand nous, on lit entre les lignes, Julien, et tu me dis si tu es d'accord ou non, peut-être que Demi Vollering a demandé à être seul leader, qu'elle a demandé peut-être un peu trop à la FDJ Suez, qui aime avoir des doubles têtes au niveau des leaders. C'était le cas avec Marta Cavalli et Cécilie Trupp-Ludwig, et qu'il y a un projet français, Evita Music, on ne peut pas s'en passer à la FDJ Suez. Équipe de France de rêve avec Juliette Labousse, voilà, ça ferme la porte, selon moi, à la venue de Demi Vollering. Si ça se fait, après par contre, là c'est Team USA, c'est les Avengers. Là c'est les teams avant, c'est la Dream Team de 92 même pour les plus anciens comme moi qui ont connu cette période-là. On va parler aux plus jeunes aussi. Aux plus jeunes, les Avengers, l'équipe de France 2022 à la rigueur, 2018. 2018, ouais, parce que 2022. L'équipe de France 2018. Moi je pense. Effectivement, elle demande beaucoup. Demi Vollering, je pense que c'est le genre de coureur qui a besoin d'être toute seule et entourée. Je pense que ça peut ne pas être compatible avec l'ADN FDJ, qui est souvent sur un duo offensif ou un trident offensif parfois.
comme ça a pu l'être l'année On peut dernière. expliquer pourquoi aussi Demi Vollering souhaite être leader seul. En tout cas, c'est ce que nous on comprend. C'est qu'après ce qu'elle a vécu à la SD Works avec la double tête aussi avec Lotte Kopecky, sorte de guerre un peu en interne et tout le drama qui a été fait. Et c'était, tu me dis si je me trompe, hein, c'était pendant le Tour Femmes, l'annonce du départ en pleine classique de printemps, voilà, en début de saison. Elle était sur le vélo et l'annonce de son départ a été faite pendant qu'elle était sur le vélo en Belgique. Finalement, ce qui s'est passé avec Kopecky, qui en plus a fait podium du Tour l'année dernière, on sentait que Kopecky était en train de pousser un peu Demi Vollering dans les retranchements. Est-ce qu'elle allait vraiment être la successeur d'Annemiek van Vleuten? Et finalement, Vollering a gagné, mais Lotte Kopecky, on sent que la SD Works a envie de pousser. Elle arrive en fin de contrat Vollering, peut-être qu'elle va demander un peu plus à être seule leader et que maintenant, elle n'a pas envie de partager le lead dans une équipe, quoi. Je pense que c'est pour ça qu'elle a... Alors, et sur les classiques aussi. On ne saura jamais vraiment le fin mot de l'histoire. Est-ce que c'est elle qui a refusé de prolonger? Est-ce que elle a refusé de prolonger parce qu'il lui proposait pas assez par rapport à ce qui avait été entendu pendant l'hiver dernier, où l'équipe UAE lui aurait proposé 1 million d'euros de contrat? Ça, c'est quelque chose qu'on ne saura pas. Après, il y a pas. Je pense que humainement, elles s'entendent super bien, mais sportivement, il y a cette émergence de Lotte Kopecky qui arrive. Qui arrive à maturité, qui arrive à performer sur les courses d'altitude, qui a dû déranger Demi Vollering. Et c'est là où ça va un peu bloquer du côté de la SD Works. Allez, on va, Julien, passer un petit peu, on va passer en revue la fin de celles qui peuvent jouer. On va donner quelques noms comme ça que vous allez peut-être voir en montagne au niveau du classement général. Peut-être dans le top 10, peut-être au-delà dans le top 15, des filles à surveiller que vous ne connaissez peut-être pas. Allez, je vais citer quelques noms. Allez, je te donne 10 secondes, Julien, à chaque fois pour me donner un commentaire. Kimberley Lecourt-Pinard de la AG Insurance Soudal Team. Je recherche juste la nationalité, c'est une Mauricienne, Kimberley Lecourt-Pinard. Gros potentiel, qui va vite, qui peut aller vite sur des sprints en petit comité et qui a surpris son monde, surtout en allant s'imposer à l'Aquila. À la dernière étape du Giro et qui a fait 4e du Tour de Catalogne cette saison, donc c'est à suivre. À la Arkea BNB Hotel Women, une femme que j'ai découvert sur le Tour des Pyrénées au mois de juin, que j'ai pu commenter à la télé. Valentina Cavallard, parcours un peu fou. Elle a été découverte atypique, elle a été découverte à l'Aviron, c'est ça si je me trompe pas? C'est une ancienne avironnaise, on peut le dire comme ça. Pratiquante de l'Aviron, comme ça on se trompe pas, on est tranquille. Qui a été présélectionnée pour les Jeux en aviron dans son pays, qui n'a pas été retenue au dernier moment, qui a fait des tests sur un vélo, qui a été repéré par Gaël Lebellec, le directeur sportif d'Arkea BNB, avec des stats assez impressionnantes. Et c'est vrai que c'est une surprise de ce début de saison. Alors, elle a été recrutée fin mars, elle a fait ses premières courses au mois d'avril avec la Arkea BNB Hotel, et elle a fait 2e au sommet du col d'Aubisque sur le Tour des Pyrénées féminin, derrière celle qui a remporté le championnat d'Espagne, Uzoa Solazza derrière. Moi, franchement, j'ai commenté la course, j'ai pu la voir à l'œuvre. Elle aime pas les à-coups, c'est une grimpeuse qui aime les efforts linéaires, mais en tout cas, elle a fait 2e du championnat d'Autriche derrière, fin juin, juste après le Tour des Pyrénées, derrière Kiesenhofer, qui était la championne olympique de Tokyo, si je me trompe pas. Tu ne te trompes pas, c'est bien ça, la vainqueur surprise. Voilà. Et devant les sœurs Schweinberger au championnat d'Autriche. Elles étaient 4 à l'arrivée au championnat d'Autriche, les autres elles étaient hors délai. Voilà. Ouais. Bon. Mais derrière Kiesenhofer quand même. Voilà, Valentina Cavallard, je vais quand même faire une petite parenthèse sur elle, parce que moi, elle m'a vraiment surpris, et si elle a bien récupéré de son mois de juin, elle n'a pas couru depuis la Périgord Ladies le 20 juillet, je pense qu'elle peut arriver et surprendre un peu son monde sur ce Tour de France. La Cératisite, forcément, c'est Cédric Kerbaol, qui a été meilleure jeune du Tour de France l'année dernière. On attend, est-ce qu'elle passe un cap, Cédric Kerbaol, et que maintenant, elle passe un cap, c'est quoi? C'est rentré dans le top 10 du Tour de France Femmes, elle fait 12e l'année dernière. C'est rentré dans le top 10, c'est faire un beau Tour de France. Alors, elle a eu des problèmes de
de santé en début de saison, qu'elle a vite effacé. Elle a quand même 2 victoires cette année. Je pense elle a redéménagé en Bretagne, elle est revenue chez elle. Elle est revenue en Bretagne et en montagne, elle va avoir une équipière qui a bien marché sur le Giro, Alice Maria Arzoufi, l'ancienne cyclocrossman. L'italienne aussi, donc pour Cédric Carbaol, on l'attend dans le top 10 à l'AIF. Kim Katzo, je cherchais le nom. Kim Katzo à l'AIF, ça va être la carte à suivre. Elle est dangereuse quand ça grimpe. Quand ça grimpe, elle peut être dangereuse. Elle peut être aussi bien accompagnée par Clara Aymon. 10e à la Vuelta, Kim Katzo. Clara Aymon qui a gagné son étape au Giro, il ne faut pas l'oublier, toute seule, qui est avocate de formation. Gros moteur quand même, Clara Aymon, parce que l'étape qu'elle a remportée, elle résiste au retour du groupe des favorites, mais elle a fait un raid. Elle fait la dernière montée toute seule ou avant elle s'échappe? Elle s'échappe avant, je pense qu'elle fait, je sais pas si elle fait pas une 30aine de kilomètres toute seule. Ouais, 40 km annonce PCS, mais je savais pas si elle était sortie avant. Donc Clara Aymon, la Canadienne, gros moteur à suivre au niveau de la IF. Mais c'est vrai que voilà, l'IF arrive aussi avec Alison Jackson, la Canadienne vainqueur de Paris-Roubaix, qui va se présenter pour jouer aussi sa carte. Phoenix de Koenig. Attention, pour revenir sur la IF Oatley Cannondale, attention à la double championne olympique, toute fraîche double championne olympique, Christiane Faulkner, qui a gagné une étape au Giro en montagne, qui a pas forcément encore de grosses références sur les grands tours, mais qui, avec la forme affichée en ce moment, peut aller accrocher un top 20, voire un top 15. 12e de la Vuelta. Christiane Faulkner, il y aura pas une petite décompression après les JO? Christiane Faulkner n'était pas prévue sur la course sur route. Elle a remplacé la championne des États-Unis de chrono qui était malade, sachant que son objectif de base était de faire la poursuite par équipe, d'être championne olympique de poursuite par équipe pour préparer le tour. Donc oui, il y aurait peut-être une petite décompression, mais pourquoi pas aller jouer les troubles faites. Phoenix de Koenig, Puck Peters, Yara Castellane. T'es d'accord avec moi? Puck Peters, bon, c'est le talent à l'état brut, spécialiste du VTT, du cyclocross aussi, qui n'a pas couru sur route depuis le 31 mars et le Tour des Flandres. Elle s'est ensuite penchée sur la saison de VTT jusqu'aux Jeux Olympiques, où ça n'a pas forcément marché, puisqu'on a eu notre Pauline Ferrand, prévôt national, qui sera futur vainqueur du Tour de France Femmes, qui a signé chez Visma Lease the Bike. Puck Peters, elle va prendre sa revanche. Elle veut prendre sa revanche. Elle peut jouer quelque chose. Elle aura forcément dans un coin de sa tête, si pas le général, au moins gagner une étape. Après, ça peut être le genre d'étape sur l'étape d'Amnéville qui arrive en bosse, ou pourquoi pas sur l'étape des Ardennaises. Ça peut être son profil, parce que j'ai un peu peur que sur les grands cols, elle ait du mal, mais quoique cette fille peut nous surprendre partout. Parmi les autres, allez, on va terminer avec, bon, il y aura Silvia Persico à la team UAE, Silvia Persico qui a déjà prouvé sur le Tour de France Femmes qu'elle pouvait performer. Si on regarde un peu dans les autres équipes, on a parlé déjà un peu de Liane Lippert à la Movistar, Mavi Garcia, à la Liv Alula Jaico, un petit peu. Et puis, alors, je vais parler rapidement, moi, pour terminer, on va parler des Espagnols. Uzoa Ostolaza, la nouvelle championne d'Espagne, qui a gagné le Tour des Pyrénées, qui a gagné au sommet, du Col d'Aubisque. Yorani Blanco, son équipière, qui, elle, a fait 3e au Col d'Aubisque. Les deux, elles ont performé sur le circuit espagnol, avec aussi Anne Sant-Esteban, qui sera dans l'équipe, la Boral Kucha, l'équipe Euskadi, qui est invité sur ce Tour Femmes. Attention à ces grimpeuses espagnoles, attention vraiment aux Ostolaza, pour l'avoir vu à l'œuvre sur les pentes du Col d'Aubisque, c'était assez spectaculaire. Elle aime grimper par à-coup, contrairement à d'autres, donc il faudra vraiment la suivre. Ostolaza me fait un peu penser dans sa façon de grimper à une des dernières stars du cyclisme espagnol. Elle me fait un peu l'esprit de Contador. Avec ce cyclisme saccadé, avec ses attaques permanentes, c'est vrai que... Non, mais t'as raison. C'est vrai que... attention, on compare pas Contador et Ostolaza, mais dans le style, ça fait penser à ces grimpeuses qui aiment grimper par à-coup, qui aiment grimper par accélération. Et je vais terminer sur une autre, Marion Bunel à la Saint-Michel Mavic Aubert 93. C'est la pépite. C'est la pépite un peu au niveau du cyclisme français. Elle a 19 ans, elle va avoir 20 ans au mois d'octobre.
elle, par contre, elle aime grimper. Elle avait fait 5e à Djebel Lafitte sur l'UAE Tour, où elle fait 5e au général. Plus tard dans la saison, elle remporte l'Alpe Grésivaudan classique au sommet de Champs-Rousse. Et sur le Tour de Suisse, elle fait quelques montées où elle est avec les meilleurs. Alors, c'est marrant parce que quand on parlait des coureurs à surveiller, c'est la première qui m'est venue à l'esprit. C'est Marion Bunel. Faut à savoir aussi que l'année dernière, sur le premier Tour de l'Avenir Femmes, c'est la première française au classement général avec un top 10. Elle fait 8e au classement général l'année dernière. Alors qu'elle n'était pas professionnelle, elle était encore dans son équipe normande. Elle était dans un club normand, mais elle a été prise dans le comité Auvergne-Rhône-Alpes pour participer au Tour de l'Avenir Femmes. Voilà, un peu comme au Slenby. Tour de l'Avenir l'année dernière qui a été remporté par Van Androoy. Sur le podium, Gaia Realini, juste derrière elle, Antonia Niedermayer, avec aussi dans le top 10 Fem Van Etpel, Noémie Rugg aussi, la Suissesse, Léa Curini qui avait fait 14e. Et quand même du niveau sur ce Tour de l'Avenir, quand on voit aussi les noms, voilà, on va suivre Marion Bunel, l'espoir du cyclisme français. Elles sont pas vieilles, Vita Music et Juliette Labousse, mais Marion Bunel, qui serait annoncée dans une équipe World Team l'année prochaine. Une World Team française ? Non, étrangère, réclamée par une championne olympique de VTT. D'accord, ok, donc pour accompagner Pauline Ferrand-Prévot, la Visma Lease the Bike. Voilà, Pauline Ferrand-Prévot qui a demandé d'être entourée par certaines coureurs pour performer dans les montagnes et surtout pour transmettre. Voilà, c'est tout ce qu'on aime. Voilà, une grande championne comme Pauline Ferrand-Prévot, on en reparlera dans le débrief des Jeux Olympiques dans quelques jours. Allez, on va terminer, Julien, avec les sprinteuses, un peu les plateaux de sprinteuses sur ce Tour femmes. Allez, je t'en cite 3. Ah non, donc 4. Allez, 4. Lorena Wiebes, Charlotte Kohl, Elisa Balsamo, Marianne Vos. Et moi, une 5e que je rajouterais, qui est un peu sous-cotée, qui est Daria Pikulik. La polonaise, la Human Powered Health. Tu nous en parles depuis le début de saison. Maintenant, à voir sur un Tour de France ce que ça peut donner. C'est un peu ça l'interrogation. L'interrogation, elle peut venir de là, l'interrogation, mais bon alors, voir qu'elle sortira des JO aussi, où elle faisait l'américaine aujourd'hui, ça s'est pas super bien passé pour la Pologne. Ce vendredi, ouais. L'année dernière, elle gagne Courtrik Course en Belgique, 2 étapes au Tour de l'Ardèche et une course sur le Tour of Guangxi. Cette année, elle a déjà 2 victoires sur route en Belgique. Et c'est une coureur qui va vite. Dans ta fameuse ronde de Moucron. Dans la ronde de Moucron, dont je suis super fan. Mais c'est une coureur qui peut aller embêter les sprinteuses, Lorena Wiebes par exemple. De toute façon, quand on regarde la start list des sprinteuses, il en manque une pour avoir vraiment le top mondial. La toute récente championne olympique d'américaine, Chiara Consoni. Après, on a quand même Elisa Balsamo. C'est costaud. Lorena Wiebes, c'est énorme. Lorena Wiebes qui est capable de passer les étapes un peu accidentées. Marianne Vos qui est quand même revenue à un niveau exceptionnel à son âge. Charlotte Kohl, c'est un peu pour moi l'interrogation. Charlotte Kohl, quand ça va commencer à grimper. Charlotte Kohl sera là sur les premières étapes du premier bloc. Oui, mais après. Après, elle peut aller aider dans les premières parties de Morteau, par exemple. Après, c'est vrai que les dernières étapes, c'est trop dur pour elle. Après, on ne sait pas ce qu'il peut. Là, une Lorena Wiebes est capable quand même de passer un petit peu les bosses. Elle peut passer un peu les bosses. Wiebes, elle va passer les bosses. Sur une étape à 2000 mètres de dénivelé. Sur l'étape ardennaise, moyennement, mais l'étape du lendemain, oui, elle peut passer sur Miremont. Sur l'étape d'Amnéville, elle peut passer. On va suivre un petit peu ta favorite, toi, pour le classement par points de ce Tour de France. Alors, quand on voit le barème du classement par points, il n'y a pas. Alors, bizarrement, par rapport à chez les hommes, il y a des points un peu plus réguliers sur les victoires d'étape. Une qui a gardé longtemps son maillot vert l'année dernière, ça pourrait être du Ashley Bollmann-Pasio. Et toi, donc, tu mises au-delà des sprinteuses. 2 premiers jours. Voilà, parce au-delà des 2 premiers jours et des 3 étapes avec les 2 demi-étapes du mardi aux Pays-Bas, au-delà de ça, tu vises donc, toi, une course de mouvement en permanence quand le mercredi, on va rentrer en France. Alors, ça va être du mouvement en permanence. Chez Bollmann-Pasio, ou pourquoi pas Marianne Vos, qui est la première vainqueur du maillot vert sur la première édition du Tour Femmes. Bon, allez, moi je vais dire Lorena Wiebes parce que je pense qu'elle peut passer, les étapes où ça va être un peu accidenté et finalement il n'y a pas l'Auto-Kopecky cette année et donc ça va être elle pour les victoires d'étape et après Demi Vollering qui va jouer plus placée en vue du dernier week-end. Moi je vois plutôt la stratégie comme ça au niveau de la SD Works et Lorena Wiebes pour remporter ce maillot vert qui serait quand même mérité, quand même Lorena Wiebes, on va pas se le cacher. C'est 16 victoires déjà cette année, c'est une des meilleures scoreuses de l'année, donc si c'est pas la meilleure scoreuse de l'année. Et au niveau du classement général, t'as vainqueur du Tour Femmes, pronostic Julien Després d'Actu Cyclisme féminin.
Je pense que je vais pas me tromper de beaucoup en annonçant Demi Vollering. Ouais, bon, pareil. Demi Vollering qui ferait donc non, pas le triplé, qui ferait le doublé avec la Vuelta, puisque... Qui serait le premier à faire le doublé sur le Tour. Forcément. Annemiek van Vleuten avait remporté la première édition, donc derrière Demi Vollering, deuxième, troisième édition, avec l'arrivée à l'Alpe d'Huez. C'est Lisa Longo-Borghini qui avait remporté le Giro début juillet. On va suivre ça. Allez, au moins une Française pour moi sur le podium, je pense, si ce n'est deux. Si Labous et Musique entourent Demi Vollering, franchement... Alors, ce qui serait beau, c'est que ce soit Evita Music qui a le dossard magique dans le vélo, le 51. Le premier tour d'Eddy Merckx, son premier tour gagné, il avait le dossard 51, Octil pareil, et Bernardino pareil. Julien, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Mais c'est toujours un plaisir. Et puis Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin, vous allez pouvoir retrouver Actu Cyclisme Féminin sur la course pendant le Tour de France. Suivez bien les réseaux sociaux et puis le site internet d'Actu Cyclisme Féminin. Julien, parle-nous vite fait un peu du dispositif que vous avez prévu. Eh ben, on va être sur toutes les étapes, entre Rotterdam et l'Alpe d'Huez. On sera là pour faire des photos, pour essayer de récupérer quelques impressions des coureurs et mettre tout ça en forme. Actu Cyclisme Féminin.fr. Les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, X. Ne loupez rien du Tour de France Femmes avec nos copains d'Actu Cyclisme Féminin. Julien, encore merci d'avoir été avec moi. Merci à tous et n'hésitez pas à venir nous saluer sur les routes, on est super gentils, vous verrez. Donnez-leur un petit gâteau comme ça pour les nourrir pendant la course aussi. Voilà, c'est le ravito. Voilà, c'est le ravito. Allez, bon Tour de France femmes et on se dit nous dans quelques jours pour le débrief des Jeux Olympiques. Et puis très rapidement aussi, il y aura la Vuelta. On va essayer de vous faire un peu les deux. La Vuelta Homme qui va commencer très rapidement de Lisbonne au Portugal. En attendant, direction Rotterdam pour le Tour Femmes. Ciao, ciao. Ciao.